Bonsoir. Une nouvelle émission vous ouvre ses portes dès ce soir. Performance. Il s'agit d'une émission économique portée par le cabinet Ecofinance Entreprises qui veut permettre de valoriser l'image de vos entreprises et communiquer sur vos produits et services. Une fois par mois, Performance, votre émission désormais, vous offre l'opportunité de vous exprimer, de faire connaître vos compétences et vos champs d'action pour booster votre pays et le continent africain. Pour vous faire découvrir donc les différentes potentialités du Togo et d'ailleurs, à travers des entretiens, des interviews et des chroniques, je serai avec Gérard Wilson qui nous rejoindra sur ce plateau de temps en temps, mais également avec Diane Agbodo. Diane, bonsoir. Bonsoir Anita. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission, une première, une nouveauté en Afrique, au Togo, Performance, que nous allons découvrir, redécouvrir et il faut le noter, rappelons-le, c'est une émission qui a été initiée par un cabinet, le cabinet Ecofinance Entreprises, piloté de main de maître par son PDG, M. Djibril Bari, un cabinet qui a pour battement de cœur la réussite des entreprises d'Afrique et qui veut parler de leur innovation et les faire connaître sur le plan africain et sur le plan continental. C'est une émission qui contribue à mieux rapprocher les entreprises de leurs cibles parce que oui, nous avons beaucoup d'entreprises qui excellent sur le marché international, continental, mais qui ne sont pas connues. Et cette émission accompagne donc les entreprises internationales, les entreprises africaines dans plusieurs pays africains pour mieux communiquer sur leurs performances. Alors dans cette émission également, Performance, qui est une nouveauté, nous le disons, qui est une première en Afrique. Cette émission est une plateforme pour les entreprises. Vous êtes une entreprise, vous avez de la qualité, vous avez de la valeur. Nous avons envie de vous valoriser. C'est une plateforme qui vous est dédiée. Vous allez faire connaître vos ressources humaines, la qualité de votre travail pour aller plus loin, vous faire découvrir également par les investisseurs. Donc c'est une plateforme qui vient valoriser les entreprises. Alors vous êtes les bienvenus sur ce plateau de Performance. Et Diane, pour ce tout premier numéro de Performance, vous et nous, les téléspectateurs donc, et nous sur ce plateau, allons découvrir la transformation numérique. Comment réussir la digitalisation de l'Afrique. Performance, c'est parti avec le sommaire. Au sommaire du premier numéro de Performance, tour d'horizon sur les innovations numériques les plus marquantes au Togo en 2020. Reportage à retrouver en tout début d'émission. Focus Business, coup de projecteur sur Kajekfi, une société spécialisée dans la transformation numérique et la digitalisation financière et qui apporte des solutions numériques aux banques, aux grandes entreprises, aux institutions de microfinance, au gouvernement et aux administrations. Entretien avec le président directeur général de Kajekfi, M. Léon Rundiago, dans cette émission. Au chapitre investissement, reportage sur la plateforme industrielle d'Adeti-Copé, véritable révolution industrielle au Togo avec un investissement de 130 milliards de francs CFA. Dossier sur les investissements records des États-Unis et de l'Union européenne dans les vaccins anti-Covid-19, de leur production jusqu'à leur administration aux populations en passant par le test, plusieurs milliards de dollars sont déboursés. Innovation toujours dans le Fashion World, VIP Mode, une marque internationale désormais disponible au Togo pour l'élégance des VIP. Enfin, actualité, perspective de reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Actualité, retour sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, édition 2021, reporté. Entretien avec le PDG d'Ecofinance Entreprises, M. Djibril Bari, à suivre dans cette émission. Bienvenue à tous. Performance, c'est le magazine d'une Afrique émergente. Alors, vous l'aviez découvert dans le sommaire, au Focus Business, nous recevons aujourd'hui un invité de marque, un invité qui est donc coach en entrepreneuriat et expert en finance digitale. Lui, c'est le président directeur général de Kajekfi et il a créé cette entreprise Kajekfi depuis 2001. Il a toujours eu un battement de cœur pour tout ce qui est système informatique en gestion. Il a d'ailleurs remarqué qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là, ce qui l'a motivé à mettre sur pied cette entreprise Kajekfi qui est donc spécialisée donc dans la digitalisation, la finance digitale. Alors, Monsieur Léon Rundiago, bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Alors, j'aimerais également préciser que vous êtes président de l'ONG CIERS, qui est donc Centre Gauche International d'Éducation et pour la réinsertion sociale. Vous aviez déjà également créé l'entreprise 2AB, qui est donc African Agro Business, qui est située à Moussoukopé. Bienvenue dans cette émission. Nous allons avoir le temps de vous découvrir et de découvrir votre entreprise. Merci, madame. Performance numéro 1. Table donc sur la transformation numérique, comment réussir la digitalisation en Afrique. Quelles ont été alors les innovations numériques marquantes au Togo durant l'année 2020? Gérard Wilson nous le fait découvrir. Le Togo n'est pas resté en marge de la marche vers le numérique, devenu désormais incontournable dans tous les secteurs d'activité. Au cours de l'année 2020, plusieurs innovations ont été réalisées dans le numérique chez nous au Togo. Dans le secteur de l'éducation, deux innovations ont retenu notre attention. Le PNUD a octroyé en 2020 un appui financier de 300 millions de francs CFA à l'École nationale d'administration pour accompagner sa transition digitale. Il a aussi été mis en place un Expresso Book, machine pour les universités publiques du Togo. Dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement togolais a lancé une application dans le traçage des cas contacts au virus. L'innovation dans le numérique en 2020 au Togo s'est également invitée dans le secteur bancaire, avec le programme Novici ou encore avec les plateformes de WhatsApp Banking qui ont été adoptées par Ecobank et Orabank. Le secteur agricole, la filière agropastorale, qui fait l'effort de s'orienter vers la digitalisation, a bénéficié d'une plateforme de formation à distance lancée par le ministère de l'Agriculture. De même, le gouvernement togolais a mis sur pied un programme de crédit digital pour les agriculteurs dénommé Yolim. Gozem, dans le secteur du transport, est devenu une super application en 2020 en faisant le bonheur du Togolais lambda. Il faut noter que l'innovation majeure dans le numérique au Togo en 2020 a été le lancement de la 5G par Togocom, faisant donc ainsi du pays le premier de la sous-région ouest-africaine à avoir adopté cette technologie. La société internationale KGFI, spécialisée dans la transformation digitale et du numérique et la digitalisation financière, a fait valoir son expertise en apportant des innovations dans plusieurs domaines au cours de l'année 2020. En effet, KGFI a conçu et adapté un logiciel de gestion de permis de construire avec paiement par Flouz et Timoni. KGFI a aussi conçu le logiciel Primasoft au profit de la primature du Togo, qui est un système informatisé de suivi, évaluation des projets prioritaires et des lettres de mission. Enfin, la société KGFI a mis sur pied la plateforme de digitalisation des transactions des PME sur le fonds d'aide d'urgence aux PME face à la Covid, un projet financé par le PNUD et l'UNFCD. Toutes ces innovations numériques placent le Togo parmi les pays qui ont opté pour la digitalisation dans tous les secteurs d'activité. Nous allons donc nous entretenir un peu avec notre invité, Monsieur Léon Ndiago. Vous êtes président directeur général de KGFI et vous venez de suivre justement ce reportage sur les innovations numériques qui ont été vraiment marquantes au Togo en 2020. D'ailleurs, nous comprenons bien que le Togo n'est pas resté les bras croisés par rapport à la digitalisation. Vous avez des impressions par rapport à ce reportage? Merci, madame. J'ai été suffisamment impressionné par les innovations technologiques que le Togo a pu initier depuis un certain temps. Je crois que le monde entier aujourd'hui a pris conscience que les choses ne pourront plus se faire comme avant. Tout ce que nous faisions manuellement ne peut plus être d'actualité. Et donc aujourd'hui, par rapport à la transformation numérique, les choses vont plus vite et puis il y a un gain de temps. Et aujourd'hui, nous avons été obligés par la crise sanitaire, par la Covid-19, qui nous oblige aujourd'hui à pouvoir suffisamment opérer la transformation numérique pour faire du travail à distance et réaliser un certain nombre de choses en étant plus loin, n'est-ce pas, de nos bureaux. Et donc, nous avons vu que l'État togolais a fait vraiment un pas de géant. Avant, c'était un peu timide, mais il y a eu une accélération de ce phénomène-là, surtout en l'an 2020. Et parlons justement des innovations numériques, Monsieur Ndiago. Nous savons que votre société a été, disons, l'un des acteurs justement de ces différentes innovations. Alors, parlez-nous un peu de la conception et de l'adaptation du logiciel de gestion de permis de construire.
Voilà, par rapport au lycée de gestion de permis de construire, il fallait trouver une solution à la lenteur dans la délivrance des permis de construire. Vous voyez, à l'époque, il faut mettre 6 mois à 1 an pour avoir un permis de construire. Donc, pour réduire le temps de production du permis de construire, il fallait concevoir une plateforme qui permet en 1 ou 2 semaines à un opérateur de pouvoir avoir son permis de construire. Et qu'est-ce qui s'est fait? Donc, nous avons essayé de concevoir une solution qui permet de bout en bout d'éviter qu'il y ait du manuel, que le travail se fasse au manuel. Et donc, depuis l'architecte à qui vous confiez votre dossier, tout le processus est fait automatiquement. Et même si vous voulez payer les redevances, ces redevances sont payées en ligne. Donc aujourd'hui, vous voulez avoir votre permis de construire, le problème ne se pose pas. Vous avez un architecte à qui vous confiez votre dossier. L'architecte, depuis son bureau, scanne les pièces sur la plateforme et toutes les étapes de traitement de l'information relative au permis de construire se fait en ligne. D'accord. Alors, Monsieur Ndiago, également dans le sens de ces innovations, vous avez innové avec Primasoft pour informatiser le suivi et évaluation des programmes et projets prioritaires du gouvernement et des lettres de mission au niveau de la primature. Expliquez-nous un peu. Vous voyez qu'un pays, pour le développement d'un pays, il faut gérer les projets. Or, aujourd'hui, vous savez, les projets que nous gérons dans nos pays d'Afrique, il y a parfois du manuel. Et le gouvernement ou bien la primature, les autorités n'ont pas les moyens de faire le suivi, de faire l'évaluation des projets de développement. C'est à cela que notre gouvernement a pris conscience de la chose et a initié un marché que nous avons gagné pour concevoir une plateforme de gestion du suivi et évaluation des programmes et les démissions, et que cette plateforme va se greffer sur le plan national de développement de l'État togolais, à faire en sorte que tout ce que chaque ministère gère par rapport à un projet spécifique, qu'au niveau de la primature, qu'on puisse faire facilement le suivi. Donc aujourd'hui, la plateforme est livrée. On attend juste le OK pour pouvoir faire son déploiement. En dehors de Primasoft, nous avons aussi travaillé avec le PNUD qui a lancé un projet pour accompagner les petites et micro-entreprises à pouvoir avoir une plateforme de gestion, de gestion comptable financière et de la gestion des stocks. Les petites entreprises aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'acheter un logiciel, de s'acheter une plateforme de gestion de leurs transactions. Et donc le PNUD a initié un projet qui nous a confié. Nous, aujourd'hui, nous avons conçu une plateforme web qui permet aux micro-entreprises de se connecter et de traiter automatiquement les transactions pour avoir, disons, un suivi de leur activité et voir si l'activité est rentable ou pas. Première émission performance et premier numéro donc de la rubrique Focus Business. Nous allons à la découverte donc de la société Kajekfi. Elle est spécialisée dans la transformation numérique et la digitalisation financière avec plus de 14 filiales en Afrique. À la découverte donc de la société Kajekfi, c'est avec Diane Agbodo. Kajekfi, société internationale d'ingénierie informatique, créée depuis une vingtaine d'années au Togo et ayant pour vocation d'exporter son expertise et de se positionner en tant que leader incontesté de son domaine d'activité dans toute l'Afrique, est présente dans près d'une quinzaine de pays avec une couverture clientèle dans 17 pays. L'option d'exporter notre expertise dans différents pays africains est née de notre ambition de devenir leader en Afrique dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs d'activité afin de réduire la dépendance technologique de notre continent Afrique vis-à-vis des autres. Notre société Kajekfi dispose de 14 filiales réparties dans plusieurs zones géographiques, à savoir l'Afrique de l'Ouest, nous avons 7 filiales, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal et
et au Bénin. En Afrique centrale, nous avons 4 filiales au Cameroun, Centrafrique, Gabon et Tchad. Et dans la région de Grand Lac, nous avons 3 filiales, savoir RDC, Rwanda et Burundi. Au-delà des pays d'implantation, nous desservons 2 pays du Maghreb, à savoir le Maroc et la Tunisie. Pour mener à bien ses activités et atteindre ses objectifs, Kajekfi s'est entouré de cadres et d'experts de divers pays dont la compétence et le dynamisme sont avérés. Nous disposons d'une équipe d'experts et de cadres africains pluridimensionnels et très dynamiques dans des domaines de nouvelles technologies de l'information et de la communication, du management et de la formation. Conscient d'évoluer dans un environnement concurrentiel et en permanente évolution, Kajekfi s'attelle depuis sa création à offrir des produits toujours plus innovants et compétitifs. Notre compétitivité repose sur plusieurs points. Là, nous allons citer les 3 principaux. Nous offrons des services de proximité à travers nos filiales dans chaque zone monétaire. Nous prenons de l'avance sur nos concurrents à travers notre veille technologique et commerciale. Nous offrons aussi une formation continue à notre personnel pour l'adapter aux exigences technologiques de l'ère. Par son savoir-faire et son ingéniosité, Kajekfi ne cesse de révolutionner plusieurs secteurs, notamment celui de la microfinance, en offrant des solutions sur mesure et ambitionne d'étendre ses tentacules dans plusieurs autres domaines d'activité. Notre concours à l'essor et à la professionnalisation du secteur de la microfinance, avec notre expertise innovante permettant l'automatisation des transactions et la production de l'information financière et non financière comme outil de prise de décision, les déploiements d'applications informatiques dans les PME et dans les administrations publiques, l'exportation de notre expertise au-delà des frontières du Togo pour conserver notre position de leader en matière de digitalisation financière. Nous avons développé un écosystème dans lequel se trouvent les institutions financières, les opérateurs de téléphonie mobile tels que Move, Togocel, MTN, Orange et RTL, en vue d'offrir des services financiers à forte valeur ajoutée à la population. Engagé depuis plusieurs années dans une démarche qualité, Kajekfi a raflé plusieurs prestigieux prix togolais de la qualité et a réussi à obtenir la certification ISO 9001-2015 en reconnaissance de la qualité de son système de management. La certification ISO 9001, qui est l'aboutissement de l'implémentation de la démarche qualité Kajekfi, a permis de renforcer l'organisation et le management. En ce sens que cette démarche a conduit à travers une amélioration de l'efficacité des ressources à structurer l'organisation en différents processus et améliorer son fonctionnement. Alors, Monsieur Ndiago, nous avons, c'est vrai, découvert de façon brève et succincte donc votre société. Vous êtes le leader donc de l'édition de logiciels de gestion financière dans les sociétés de digitalisation financière. Et parlez-nous justement de votre expertise et de votre équipe d'experts. Notre société a pour objet de concevoir des solutions informatiques pour le secteur de la microfinance, pour les administrations publiques et pour les PME. Nous avons aussi de l'expertise dans le domaine de la formation et nous faisons aussi le consulting. Nous avons une équipe d'experts pluridimensionnels et qui sont recrutés dans plusieurs pays parce qu'aujourd'hui nous traversons 15 pays et nous avons 14 filiales que nous avons créées. Et au niveau de chaque pays, nous essayons d'avoir un bureau commercial et à ce niveau, nous recrutons les experts de ces pays. Donc aujourd'hui, par rapport à la diversité culturelle que nous utilisons pour booster notre entreprise, aujourd'hui, nous essayons quand même de proposer nos solutions numériques à chaque secteur d'activité. Voilà. Ok, nous avons également vu que les solutions que vous proposez sont effectivement prises en compte par ces sociétés. Mais on sait également que sur le marché, nous avons de la concurrence, une concurrence réelle. Alors dites-nous, quel est votre secret? Comment mettez-vous vos performances au service de ces entreprises? Évidemment, la concurrence est très rude. Et donc, pour faire face à cette concurrence, il fallait créer ou avoir un avantage concurrentiel. Pour l'avoir, qu'est-ce que nous faisons? Par rapport à ce que nous avons créé, les plateformes que nous avons déjà créées, nous essayons de les dupliquer dans les pays où nous avons créé des filiales. Et dans ces filiales, nous essayons de présenter nos produits dans ces pays-là. Et nous savons qu'en Afrique, pratiquement, l'ère de la transformation numérique, on ne la connaissait pas avant, c'est maintenant, donc c'est nouveau. Et donc par rapport à nos recherches, tout ce que nous avons conçu, nous essayons d'aller le présenter à ces pays
et nous les vendons, nous les distribuons. Nous formons les gens et nous sommes là pour offrir des services techniques de proximité. Et en le faisant ici, nous découvrons d'autres opportunités que nous ramenons dans notre laboratoire et nous créons de nouveaux produits que nous redistribuons à notre écosystème. Parce que nous faisons, et ailleurs, le fait que dans notre équipe, nous avons des experts bien chevronnés, nous essayons de faire des formations continues pour les adapter. S'il y a une expertise qui nous manque, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons l'expertise de l'extérieur pour renforcer, robustifier notre équipe pour pouvoir faire face à la concurrence. D'accord. Voilà. Alors, et comment se présente la qualité du portefeuille de KGECFI, portefeuille des clients? Le portefeuille de KGECFI est diversifié. Nous avons les acteurs de la microfinance, nous avons les entreprises publiques, nous avons les PME. Et par rapport à la microfinance aujourd'hui, nous avons plus de 400 clients. 400 clients, et ces 400 clients impactent plus de 40 millions de populations. Donc aujourd'hui, par rapport à la situation mobile, les clients peuvent être dans un hameau le plus reculé et utiliser son portable pour faire des transactions financières. Donc voilà ce niveau. Au niveau de l'État, comme nous l'avons dit tantôt, au niveau du Togo, nous avons le Primasort, nous avons le système de gestion des permis de construire, nous avons notre plateforme, la plateforme qu'on a développée avec le PNUD. Et au Sénégal, nous avons pu déployer une plateforme de gestion du tourisme. Et au niveau du Niger, nous avons une plateforme de gestion des finances extérieures, une plateforme de gestion des décaissements de tous les fonds qui sont octroyés par la Banque mondiale, le PNUD et comme ça. Merci beaucoup, M. Rondiago. Restez toujours avec nous pour nous faire encore découvrir le fonctionnement de la société KGECFI. Performance, c'est également la rubrique investissement. Et ce soir, Gérard Wilson nous emmène à la découverte donc de la révolution industrielle du Togo dans la mise en place, la mise en œuvre par le pôle industriel d'Adeti Copé PIA, avec un investissement de 130 milliards de francs CFA. Au Togo, la révolution industrielle est en marche, avec un investissement de 130 milliards de la plateforme industrielle d'Adeti Copé, en abrégé PIA, Adeti Copé situé à 27 km de Lomé. PIA est l'un des projets phares du plan de développement 2018-2022 qui deviendra sans aucun doute l'un des vecteurs essentiels de la politique d'industrialisation entamée par notre pays, le Togo. C'est donc une zone industrielle et des services logistiques intégrés de classe mondiale. Avec la plateforme industrielle d'Adeti Copé, le pays met tout en œuvre pour favoriser l'accueil des investisseurs et des entrepreneurs locaux et étrangers. Elle va permettre d'industrialiser la transformation locale de nombreux produits togolais. La plateforme industrielle d'Adeti Copé facilitera l'exportation des produits agricoles issus de la transformation industrielle, coton, anacarde, le soja, riz et sésame. Un cadre pour l'implantation d'usines en vue de la transformation de produits locaux avec création d'emplois de quelques 35 000 emplois. Alors Gérard, bonsoir encore une fois. Bonsoir Anita. Alors, c'est vrai qu'on a découvert ensemble donc, le pôle industriel d'Adeti Copé, mais vous y étiez. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Alors, pour être plus précis, il s'agit plutôt d'une plateforme industrielle d'Adeti Copé, en abrégé PIA, qui se situe, le site se situe à 27 km de Lomé, et c'est un projet phare inscrit dans le programme national de développement, la période 2018-2022, cher au chef de l'État, pour booster la relance de l'industrie de notre pays, le Togo. Alors, quand nous y étions, il était question de voir comment les choses se passent et quelles sont les opportunités. Et en tout cas, les éléments clés nécessaires pour faire développer ce site, il était question de faciliter l'exportation des produits agricoles qui sont traités chez nous, issus de la transformation industrielle, à savoir le coton, l'anacarde, le soja, le riz, le sésame, un cadre pour l'implantation d'usines en vue de la transformation de nos produits locaux, point besoin de les amener ailleurs pour les traiter, avec comme perspective la création de quelques 35 000 emplois. Je crois que c'est assez énorme. Et ce n'est pas seulement les investisseurs étrangers qui sont là, il y a aussi les locaux qui sont déjà sur le starting block. Déjà 2 agro-industriels, Agro-Ressources et Togo Wood, elles sont déjà entrées dans cette plateforme.
Oui, justement, Monsieur Gérard, vous aviez déjà touché du doigt un peu la réaction des locaux, parce que là, j'aimerais quand même que vous nous disiez, aujourd'hui, avec cette réalisation au niveau d'Adétikope, quel est l'impact sur la population locale, quelle est l'implication aujourd'hui par rapport à cette zone industrialisée? Alors, dès qu'une zone industrielle s'installe dans un coin, eh bien, tout change. Le béaba, la lumière, l'électricité, l'eau courante qui est là, mais aussi cette possibilité pour les gens qui sont du milieu de pouvoir être employés dans cette unité de production. Et quand je parle tout à l'heure de 35 000 emplois, je crois que c'est quand même énorme. Et je crois que ce sont d'abord les natifs du milieu qui vont bénéficier d'abord de cette possibilité d'être recrutés sur le marché du travail. Je voudrais ajouter aussi un mot sur l'avancement des travaux. Il semble que tout est en bonne marche. On a vu les officiels, les membres du gouvernement qui sont allés à plusieurs reprises constater sur le terrain l'avancée des travaux. On estime à deux tiers l'exécution de ces travaux qui sont déjà là, et des opérateurs économiques qui s'annoncent sur la plateforme, je l'ai dit. Il y a en vue la création d'une raffinerie qui va traiter l'huile de soja. Il y a Togo Télécom aussi qui va déployer ça 5G. Donc c'est partout. Et le PDG KGFI l'a dit, c'est la digitalisation dans tous les secteurs d'activité pour permettre justement à notre pays d'être aux normes, aux standards internationaux. Merci beaucoup Gérard. Et justement, Monsieur Hondiago, dites-nous, que pensez-vous justement de cette plateforme industrielle d'Adétikope? Je crois que la plateforme est une bonne initiative. Nous devons saluer l'effort du gouvernement par rapport à cela. Notre pays, le Togo, avance tout doucement. Et nous venons d'écouter, d'apprendre qu'il y a 35 000 emplois qui vont être créés. C'est une bonne chose, ça va résoudre tant soit peu le problème de chômage au Togo. Les jeunes vont trouver du travail et puis ça va réduire la délinquance juvénile. Vous suivez donc Performance, le magazine d'une Afrique émergente. Alors nous allons à présent entamer la rubrique investissement. Nous le savons bien, il y a quelques mois, j'ai envie de dire, tout le monde entier a été secoué quand même par cette crise sanitaire, la pandémie à coronavirus, la Covid-19, et toutes les puissances mondiales se sont donc mises ensemble et se sont mobilisées pour venir à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, les recherches se sont enclenchées afin de faire des tests et élaborer des vaccins anti-Covid, ce qui se trouve être d'ailleurs le seul moyen aujourd'hui pour y venir à bout. Et bien évidemment, cela va nécessiter des investissements colossaux au niveau des États-Unis et de l'Union européenne. Je propose de suivre ce reportage présenté par Gérard Luisson. Le monde n'a pas croisé les bras et resté insensible en face de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui frappe l'humanité tout entière. Très tôt, la communauté scientifique s'est mobilisée pour une riposte à la hauteur de la gravité de la situation. Mais tout cela ne saurait aboutir s'il n'y a pas un lourd investissement pour accompagner les recherches scientifiques et médicales. Les États-Unis et l'Union européenne se sont véritablement engagés dans des investissements, surtout pour la recherche de vaccins. Pour preuve, l'administration Trump avait déjà fait voter une enveloppe financière de 50 milliards de dollars pour le vaccin. Son successeur Joe Biden, qui a fait de la lutte anti-Covid l'une de ses priorités, a rajouté 16 milliards pour leur production, mais aussi 50 milliards pour les tests et le traçage des contaminations et 19 milliards pour recruter spécialement du personnel soignant. Au total, on a dépassé les 130 000 dollars sur les tests et les vaccins, 130 milliards d'euros. En Europe, on tourne autour de 30 milliards d'euros pour les vaccins auxquels il faut ajouter les dépenses dans chacun des 27 pays membres de l'Union européenne. Mais c'est bien évidemment en dessous de ce que les États-Unis ont déjà fourni. Jusqu'alors, concrètement, les États-Unis ont réellement déboursé un total de 20 milliards de dollars. Le Royaume-Uni, l'équivalent de 10 milliards de dollars et 3 milliards d'euros investis par l'Union européenne. Joe Biden promet encore 4 milliards de dollars pour le programme COVAX. Monsieur Gérard Luisson, un reportage assez frappant et très émouvant également, mais en même temps qui nous montre tout ce qui se fait, le Bataclan de travail qui se fait pour pouvoir venir à bout de la Covid-19, mais quand même des portefeuilles assez grandes. C'est cela. Alors, le monde n'a pas croisé les bras et baissé les échines en face de cette situation préoccupante qu'est la Covid-19. La communauté scientifique s'est mobilisée, mais aussi la communauté internationale, et des sommes colossales ont été mises en fond pour justement
accélérer la recherche. On sait qu'un vaccin, par exemple, pour le trouver, il faut 3-4 ans, mais c'était extraordinaire. En moins d'1 an, on a eu des premiers indices de quelques vaccins et qui font déjà leur preuve sur le terrain. Et les investissements sont lourds, et je l'ai dit dans le reportage, en commençant par les États-Unis. Donald Trump, l'ancienne administration, avait mis 50 milliards de dollars. Son successeur en a ajouté 40. Et l'Union européenne n'était pas restée du reste. Et c'était une course contre la montre pour mettre suffisamment de fonds et permettre justement aux chercheurs des laboratoires de trouver rapidement des vaccins. Nous en sommes à une dizaine de vaccins aujourd'hui et la recherche se poursuit. Alors, M. Ndiago, c'est vrai donc que vous voulez, disons, investir l'Afrique. La digitalisation représente donc une immense opportunité justement pour le continent africain. Mais expliquez-nous encore un peu plus, quelles sont vos politiques justement pour pouvoir investir, on va dire, ces différents marchés africains? Voilà, nous avons fait un diagnostic et nous nous sommes rendus compte que la transformation numérique est utile pour tous les secteurs d'activité. Nous avons commencé par les finances, le secteur de la microfinance. Ça a donné un bon résultat. Le fait qu'on ait introduit la finance digitale dans le secteur de la microfinance, ça a augmenté le taux de bancarisation. Les gens qui n'avaient pas accès aux produits financiers à l'époque, aujourd'hui l'ont. Avec un petit portail de 30 000 francs CFA, tu peux faire des transactions financières. Ouais. Donc ce secteur déjà avance. Le taux de bancarisation aujourd'hui aussi entre 20 et 25%. Nous avons vu qu'au niveau du secteur de la santé, vous le savez, vous allez à l'hôpital, c'est des grands registres que les gens utilisent. Vous ne pouvez pas avoir votre passé de santé, votre historique. Oui, c'est dommage. Et donc, nous disons que dans ce secteur, il faut aller transformer tout ce qui est manuel, l'automatiser et transformer l'automatisation en numérique. Et pouvoir maintenant utiliser les outils comme les portables, les tablettes pour pouvoir consommer, utiliser, exploiter les données utiles pour le secteur. Et donc, quand vous voyez un peu, dans l'agriculture, c'est pratiquement le manuel. Oui. Dans la culture, c'est pratiquement le manuel. On n'arrive même pas à stocker les données utiles. Donc, nous disons que l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment de digitaliser, d'aller faire la transformation numérique dans tous ces secteurs-là. Performance en Afrique, le magazine qui met en avant les entreprises africaines. Également, c'est un focus, c'est le focus innovation, cette rubrique qui permet de mettre en avant les futurs pôles d'innovation qui percent en Afrique et de donner la primeur, on va dire, aux entrepreneurs qui innovent. Sur ce premier numéro de Performance, vous allez découvrir un univers fashion, style, la mode, avec une créativité pas possible, je ne vais pas en dire plus, vous allez découvrir tout à l'heure, mais des créations haut de gamme pour une clientèle de choix et de classe. C'est VIP Mode. Nous allons suivre le reportage ensemble. Reportage présenté par Anita Atigaku. Le monde de la mode, surtout africaine, est en perpétuelle mutation. En témoigne la multitude de designers qui se révèlent un peu partout sur le continent à travers leurs différentes marques. Au titre de ces marques, nous citerons le VIP Mode esthétique qui vient de poser ses valises au Togo pour le plus grand bonheur des fins connaisseurs de la mode, les chics, les célébrités, les fashionistas, les personnalités de premier plan et dignitaires, bref, les VIP. Confectionnés à partir de matières de première qualité, les vêtements de VIP Mode esthétique sont finement détaillés, haut de gamme et sans extravagance. Avec donc l'avènement de la marque dans le pays, la haute couture se veut résolument togolaise. En définitive, l'innovation et l'exclusivité sont les principales formules sacrées qui ont porté VIP Mode à des sommets déjà inégalés et qui seront découvertes par les clients togolais. Alors Anita, reportage très émouvant, mais très beau parce qu'il s'agit de la mode. J'ai envie de vous titiller un tout petit peu. Fan de la mode? Oui, Diane, comme en bonne femme et puis un peu comme vous également. Donc, disons que cette immersion un peu m'a fait redécouvrir un peu ce côté fashionista que je ne connaissais pas en moi en fait. Donc, c'était une bonne chose. Super. Alors, nous sommes justement sur ce plateau avec le conseiller marketing de VIP Mode, Monsieur Jean-Pierre Afassinou. Monsieur Afassinou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avant de vous donner la parole pour que vous nous fassiez découvrir en détail la marque
VIP Mode. Nous allons permettre également aux téléspectateurs de découvrir par leurs yeux, on va dire, quelques créations de votre marque, la marque VIP Mode. Voilà donc quelques créations de la marque VIP Mode, le savoir-faire donc de cette marque de luxe, on va dire. Alors, Monsieur Afassinou, l'univers de la mode change, le style aussi. Alors, parlez-nous de cette marque justement VIP Mode qui a posé ses valises au Togo il y a quelque temps. Merci madame, merci de nous donner l'occasion de parler de notre marque aujourd'hui incontournable dans la mode africaine. VIP Mode Esthétique est une marque internationale de mode qui s'est imposée largement au Sénégal et dans d'autres pays africains avec pour vocation d'apporter de la mode de la très haute couture, très recherchée, réservée à une certaine classe sociale. Alors, nos vêtements sont finement détaillés, haut de gamme, et ce sont des vrais joyaux en termes de qualité, des tenues africaines pour femmes, très élégantes bien sûr, et des costumes africains pour les hommes. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui implantés au Togo. Nous avons fait le choix d'être au Togo parce que nous avons constaté qu'il y a un besoin au niveau local, et nous avons notre boutique au niveau du boulevard Léopold Sédar Senghor, juste derrière le CEG 8i. Venez, vous pouvez découvrir notre boutique de luxe et nous attendons. Merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Afassinou. Alors là, on voit bien la panoplie de créations que vous faites au niveau de VIP Mode, et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment se disent, tiens, ok, boubou élégant pour les femmes, je suis une femme, j'ai envie de me faire, ou les hommes également. Mais dites-nous, quelle est votre cible? Quelles sont ces personnes à qui sont destinées vos créations? Alors, vous savez, aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, et spécialement au Togo, hein, parce que le Togo devient la zone où on veut miser aujourd'hui pour apporter nos collections, beaucoup de ministres, premiers ministres, présidents, premières dames, on peut citer aussi des dignitaires, enfin, largement les acteurs politiques, on peut le citer, les décideurs. Nous avons les chefs d'entreprise, nous avons les célébrités, nous avons aujourd'hui, je peux citer encore les acteurs, hein, les grands acteurs que nous connaissons, adoptent nos costumes ou nos tenues, et aussi tous ceux qui se sentent VIP ou qui sont des VIP aujourd'hui. Donc en gros, voilà notre type. Mais je peux généraliser en disant que toutes les femmes et tous les hommes qui aujourd'hui veulent opter pour de la qualité, veulent opter pour de l'élégance, veulent sentir unique dans ce qu'ils portent. Voilà, notre marque est aujourd'hui destinée à eux. Voilà, merci. Alors, Monsieur Afassinou, on comprend donc que VIP Mode a pour vocation d'être une égérie nationale, mais valorisée au niveau international. Dites-nous, quelles sont les stratégies mises en place justement par la marque pour aller à la conquête du marché, mais du marché du luxe? Alors, merci madame, encore une fois.
effectivement, aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais souligner que nos vêtements sont portés, sont aimés et se portent aujourd'hui au quotidien. Les gens le portent pour aller au boulot. Les gens le portent surtout aussi pour des grands événements, des événements spéciaux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous avons misé sur de l'originalité. Nous avons misé sur de la qualité. Et nos collections mettent en lumière aujourd'hui un artisanat d'excellence. Parce que nous optons aussi pour des esthétiques intemporelles et surtout de la qualité durable. Parce que je vous garantis, l'usure ne se fera pas sentir d'ici-tôt avec nos vêtements. Vous allez pendant des années encore réserver une très bonne place dans vos garde-robes parce qu'ils vont briller toujours. Merci. Ben c'est tant mieux en fait, et c'est bien de le savoir parce que c'est la pérennité aussi. Il y a des tenues que nous avons parfois et qui ne durent pas dans le temps. Exactement. Et c'est bien de savoir qu'avec VIP Mode, il n'y a pas du tout ce problème-là. Alors, permettez-nous de vous demander, vous savez que l'art, de façon générale, passe un message. Que ce soit la peinture, la mode, il y a toujours un message qui est derrière les créations. Merci. Et alors, quels sont les messages que vous passez au travers de votre marque de luxe exactement? Alors, merci madame. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez important dans ce que vous faites et vous avez besoin de démontrer une certaine image, réserver une certaine personnalité dans ce que vous faites, alors nos collections sont destinées à vous. Alors, je vous ai dit peut-être plus haut que notre marque est réservée à des personnalités. Alors, c'est un symbole aujourd'hui de statut social très élevé. C'est parce que nos vêtements apportent systématiquement un look irréprochable à ceux qui le portent. Ça, il faut bien le remarquer. Mais moi, hein, je me sens... tout à fait. Voilà. Vous vous sentez VIP. VIP. Alors, parce que nos produits sont exclusifs. Vous ne les trouvez pas partout. Non. Vous allez les chercher sur le marché. On est probablement aujourd'hui unique au Togo dans ce que nous faisons. Et parce que trouver des vêtements qui augmentent systématiquement votre valeur tout de suite, c'est pas donné. C'est pas évident. Merci beaucoup, Monsieur Afasino, de nous donner envie, vraiment, d'adopter la marque VIP Mode. Et justement, je reviens à vous, Monsieur Ndiago, invité dans cette émission, président directeur général KGECFI. Tout à l'heure, on entend PDG, autorité, autorité, les présidents, les premières dames, et VIP. Et donc, sincèrement, même si vous ne le voulez pas, je pense que nous, on va vous inscrire sur la liste de VIP Mode. Qu'est-ce que vous pensez justement de défilé et de tout ce qui a été dit? C'est génial. Je crois qu'ils ont fait un effort louable. Et ils ont pu vraiment segmenter le marché pour avoir des clients cibles. C'est une bonne chose. Avoir déjà la qualité des tissus et puis la qualité de la main-d'œuvre qui a permis de concevoir ces boubous. Je crois que vraiment c'est de la qualité. Et puis je rêve très rapidement de pouvoir m'en procurer. Candidat, un nouveau client de VIP Mode. Franchement. Oui, ben justement, qualité, finesse, vraiment de la dextérité dans la créativité, dans la création même de ces tenues. Merci beaucoup, Monsieur Afasino. Et puis, on ne peut que souhaiter bon vent à la marque VIP Mode. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, émission Performance, votre magazine mensuel. Et Performance vous propose également une sélection d'actualités économiques togolaises, africaines et internationales pour vous permettre de mieux cerner et décrypter les principaux événements de l'actualité économique. Et nous allons débuter avec Focus Actualité par les perspectives de reprise de négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Et ce sera avec Diane Agbodo. C'était une promesse de Joe Biden, faire revenir les États-Unis dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Donald Trump s'était retiré avec fracas, on s'en souvient, rétablissant entre-temps les sanctions avec Téhéran. Depuis mardi 6 avril dernier, c'est l'avenir de cet accord qui se joue à nouveau à Vienne, en Autriche, là où cet accord avait été signé il y a 6 ans. Américains, Iraniens, Européens se sont retrouvés indirectement autour de la table. L'enjeu pour les Occidentaux est toujours de s'assurer que Téhéran ne se dote pas de cette bombe atomique. De son côté, l'Iran attend que
les sanctions qui asphyxiaient son économie soient levées avant d'aller plus loin. En effet, cet accord avait entraîné la fermeture de plusieurs entreprises, ce qui a impacté négativement l'économie de l'Iran. Il faut dire que cette rencontre est une bonne nouvelle, même si c'est un premier pas. Conséquence du retrait des États-Unis en 2018, ils ne peuvent pas participer directement aux réunions entre ceux qui sont encore signataires de l'accord avec l'Iran, raison pour laquelle il va y avoir des discussions indirectes avec une médiation européenne entre Américains et Iraniens. Sur la table des discussions, différents sujets seront abordés, notamment la levée de l'intégralité des sanctions prises à l'encontre de l'Iran, condition pour que la République islamique accepte de rencontrer les diplomates américains. Quoi qu'il en soit, Ned Price, porte-parole du département d'État, a confié que les discussions ont jusqu'à présent été professionnelles. Il n'a pas manqué de rappeler que ce forum, bien que constructif, ne sera pas sans difficulté, que ce soit en raison de son format indirect, de la méfiance de longue date entre les États-Unis et l'Iran et de la complexité des questions au menu. Washington pourrait être disposé à assouplir certaines sanctions à l'encontre de l'Iran au-delà de celles dont la suppression était prévue par l'accord initial sur le nucléaire. Ceci pourra aussi redonner un coup de boost à l'économie iranienne et donc relancer l'économie mondiale. Nous venons donc de suivre l'une des actualités économiques sur la planète, on va dire. Alors, Monsieur Rundiago, dites-nous, selon vous, quel est l'impact justement sur l'économie internationale de cette reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire? D'abord, notre souhait, c'est que les négociations puissent aboutir. Et c'est au bout de l'aboutissement qu'on peut parler de l'impact. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que ça aboutisse pour que l'économie de l'Iran puisse reprendre son souffle, que les entreprises qui sont parties reviennent investir en Iran, et pour booster l'économie de l'Iran. Et après, l'économie mondiale pourra aussi en profiter. Donc, souhaitons, prions pour qu'il y ait de bons résultats. Voilà, on croise les doigts pour ces reprises-là. Merci beaucoup, Monsieur Rundiago. Alors, Monsieur Rundiago, la digitalisation, justement, nous en parlons depuis le début de cette émission. La digitalisation des paiements est également relevée lorsqu'on parle de l'inclusion financière des populations. Alors, dites-nous, quelle contribution CAGECFI apporte justement pour relever ce défi-là? Oui, exactement comme je viens de le dire, le gouvernement parle souvent de l'inclusion financière. On ne peut pas réussir l'inclusion financière sans le numérique. Et donc, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, nous essayons de mettre notre expertise à la disposition de la population, ce qui permet aujourd'hui que quand tu veux prendre un crédit, tu as de la facilité. Donc, par rapport à cela aujourd'hui, les clients qui viennent prendre des crédits virtuels arrivent à faire les transactions, paient par le crédit par le canal virtuel et font assez d'économies. Donc, ce que nous avons fait au Togo, nous le faisons dans 14 pays. Et dans ces 14 pays, nous avons totalisé plus de 400 clients. Et les 400 clients ont impacté une population de plus de 40 millions. Ouais. Et nous disons que si nous nous efforçons toujours à aller plus loin, et finalement, toute l'Afrique pourra avoir, n'est-ce pas, des moyens pour réduire les dépenses de fonctionnement de leur ménage. Monsieur Rundiago, avec tout ce que vous nous avez développé dans cette émission, on comprend que les entreprises qui sont digitalisées sont donc plus rentables que leurs concurrents. Alors, vous nous avez parlé de façon générale des entreprises, mais aujourd'hui, je veux choisir CAGECFI. Pourquoi le ferais-je? Oui, exactement. Le CAGECFI, il y a des bonnes raisons à venir vers CAGECFI. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cumulé un certain nombre d'expériences, parce que nous voyageons beaucoup, nous traversons plusieurs pays et nous apprenons de ces pays. Nous avons une équipe qui est composée de plus de 14 nationalités. Donc la diversité culturelle aussi est une richesse pour notre cabinet. Et par ailleurs, nous essayons de temps en temps de communiquer sur ce que nous faisons. Et pour améliorer les relations clients, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de mettre en place un système de management de la qualité qui nous a permis d'avoir des prix de qualité togolais. Et nous avons finalement obtenu la certification ISO 9001-2015. Et par rapport au dynamisme de notre équipe, nous essayons d'aller dans d'autres secteurs pour proposer
informer les gens par rapport à ce que nous savons. Et l'expérience que nous avons fait de nous vraiment l'un des cabinets les plus efficaces de notre continent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ondiago, pour toutes ces explications, toutes, disons, ces révélations, on va dire, sur Kajekfi. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, émission Performance, votre magazine mensuel. Et Performance vous propose également une sélection d'actualités économiques togolaises, africaines et internationales pour vous permettre de mieux cerner et décrypter les principaux événements de l'actualité économique. Et nous allons débuter avec Focus Actualité, marqué par le report de l'édition 2021 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, une initiative de Ecofinance Entreprises. Et cette actualité nous est rappelée justement par Gérard Wilson sur ce plateau donc, où il reçoit le PDG de Ecofinance Entreprises. Aïda, merci donc pour cette rubrique de performance, cette émission économique qui passe une fois le mois désormais sur nos chaînes de télévision aussi bien nationales qu'internationales. Effectivement, le 3 avril passé, ça devait être une grande fête, un gala des 100 entreprises les plus dynamiques de notre pays, le Togo. L'événement a été lancé 40 jours, je rappelle, avant cela, c'était sur le plateau de la RTDS. Puis après, on a connu la situation, les nouvelles mesures prises par l'État togolais en liaison avec la pandémie, la flambée des cas de contamination de Covid dans notre pays. Et donc, l'événement a été reporté sine die. Monsieur Barry Djibril, merci d'être sur ce plateau de performance cette émission. Donc, alors, dites-nous, dans quelles conditions le report a été fait? Quelles étaient vos appréciations, vos sentiments quand vous êtes rendu compte finalement que l'événement n'aura pas lieu, en tout cas dans le temps qui a été prévu? Merci bien Gérard. Bon, je pense que vous avez déjà fait une belle introduction sur la question. Nous étions dans un contexte où il y a eu une flambée des cas de Covid-19 au Togo, principalement dans le Grand Lomé. Et donc l'État, pour justement renforcer la politique de riposte par rapport à la pandémie, a jugé nécessaire d'édicter, donc je dirais même de renforcer les mesures, disons, de restriction par rapport justement à la Covid-19. Et parmi ces mesures, il y a eu l'interdiction de tout rassemblement, dans le communiqué du gouvernement du 24 mars. Alors, suite à ces mesures qui ont été édictées par le gouvernement togolais, nous avons jugé qu'il était beaucoup plus opportun de reporter ce grand événement qui était tant attendu, parce que justement, nous sommes aussi un cabinet responsable et nous pensons que justement, il faut accompagner tous les gouvernements aujourd'hui africains dans la politique de riposte contre la Covid-19. Donc nous sommes réunis en comité et nous avons pris la décision donc de reporter cet événement à une date ultérieure. Tout en ayant à l'esprit qu'il faut suivre l'évolution donc de la pandémie pour voir justement la période la plus adaptée pour justement l'organisation et le choix de la nouvelle date. Et très bien, M. Barry. Alors comment ça a été accueilli le report? Parce que vous avez des partenaires, vous avez des entreprises qui sont sur la liste des nominés, vous avez des partenaires de tous bords. Alors comment ils ont accueilli ce report? Alors ça a été quand même très bien accueilli. Je pense que toutes les entreprises ont compris que nous sommes dans un contexte particulier. Alors c'est une situation qui peut changer de jour en jour. Covid, c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. D'aujourd'hui à demain, la situation peut, disons, basculer. Donc, faire de grands événements dans ce contexte-là aussi, c'est difficile, c'est pas facile. Mais tous les partenaires ont compris l'esprit de la mesure ou bien de la décision que nous avons prise et ont compris également que par rapport à Covid, il fallait justement intégrer cet aléa, disons, sanitaire-là, lié à la crise sanitaire. Donc tous les partenaires, les sponsors, les entreprises qui étaient sélectionnées dans le top 100 ont été solidaires par rapport à la décision que nous avons prise. Et donc nous suivons, comme je l'ai dit encore une fois, l'évolution de la situation sanitaire en vue de programmer prochainement donc, la nouvelle date de cet événement. Et pourtant les préparatifs allaient bon train. Vous étiez à combien de pourcentage de réalisation des préparatifs puisqu'il y a eu des affiches en vie, il y a des émissions qui sont faites.
Il y a même des coulisses, des journaux de coulisses qui ont été réalisés. Vous étiez à quel pourcentage de réalisation de préparatifs lorsque le coup de massue est tombé? C'est ça. Disons que, aussi bien pour ce qui concerne la communication, l'organisation de l'événement, le volet protocole, nous étions à plus de 90% de taux de réalisation. Oh là là. Donc vous avez vu dans la ville, au niveau de toutes les chaînes partenaires également qui nous accompagnent, les partenaires médias, ceux qui sont au niveau donc, des communications en ligne, nous étions vraiment dans une politique de communication assez avancée et le comité d'organisation était donc en train de préparer ce grand événement. Mais comme je l'ai dit encore une fois, le 24 mars, il fallait montrer que nous sommes un cabinet quand même grand et que nous savons être aussi vraiment, disons, un cabinet responsable. Et nous devons aussi accompagner l'État, que ce soit tous les États, dans justement, comme je l'ai dit, cette politique de riposte contre la Covid-19. On souhaite beaucoup de courage avec espoir que très bientôt le gala aura lieu. Mais c'est un challenge. Pour nous, c'est un challenge d'organiser de grands événements durant cette période de pandémie. Vous avez vu, à travers le monde, beaucoup de grands événements ont été reportés, justement parce qu'il fallait tenir compte du contexte. Mais encore une fois, nous sommes confiants et nous pensons que dès que la situation sanitaire va permettre la tenue de l'événement, nous allons donc choisir la nouvelle date et organiser cet événement. Tiens. Oui, monsieur Djibril Bari, c'est véritablement un honneur pour nous de vous avoir sur le plateau de performance. Oui, de vous revoir justement sur le plateau de performance. Et on voit bien que vous avez fait de la valorisation des entreprises votre cheval de bataille au niveau d'Ecofinance Entreprises. Au point où aujourd'hui nous sommes rassemblés autour de performance, qui est également votre initiative. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur performance dont nous vivons véritablement le premier numéro aujourd'hui? Donc bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Ecofinance Entreprises est un laboratoire d'innovation. Nous sommes engagés toujours dans la mise en œuvre d'innovation pour accompagner la performance et la communication des entreprises. Nous avons compris qu'au niveau du continent africain, il y avait ce besoin-là. Sur beaucoup de chaînes de télévision, aujourd'hui, on ne retrouve pas, en fait, disons, des émissions qui sont dédiées à l'entreprise, à la promotion de l'entreprise. Alors, tenant compte justement de l'importance de l'entreprise dans la vie économique de nos États, dans la création de richesses, il était important de mettre en place cette plateforme-là, qui est Performance, pour pouvoir donner une plateforme à ces chefs d'entreprise, à ces entreprises qui innovent, qui font tourner nos économies et qui permettent aujourd'hui de lutter contre la pauvreté et de pousser la politique de développement de l'Afrique. Donc Performance est destiné à toutes les entreprises africaines, à tous les gouvernements qui cherchent aujourd'hui également à communiquer sur leur réalisation, sur leur performance. Et donc c'est un outil qui est innovant et nous pensons que ça va contribuer à booster l'activité économique au niveau du continent. Merci beaucoup, monsieur Djibril Bari. Merci bien. Très bien. Alors, l'histoire a retenu que c'est vous le premier principal invité de ce premier numéro de Performance, la première émission économique sur une chaîne de télévision en Afrique. Et finalement, quel sentiment vous ressentez pour avoir été le premier à être reçu? Et que dire à vos collègues opérateurs économiques, chefs d'entreprise qui nous ont certainement suivis durant ce premier numéro de Performance? La performance paie toujours. Si on était médiocre, on ne serait pas sur ce plateau. Et donc, je crois que M. Bari, il a bien choisi. Et nous répondons vraiment à ses aspirations. Et nous l'encourageons à aller plus loin. Parce que de telles initiatives, on n'en trouve pas en Afrique. Voilà, je crois qu'il est courageux, il est à féliciter. Merci, M. Ondiago, d'être passé sur le plateau du premier numéro de Performance. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous arrivons au clou de ce premier numéro de Performance. Performance, le magazine des entreprises africaines, le magazine qui valorise l'innovation des entreprises africaines. Nous aimerions vous dire merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir fait découvrir davantage sur les entreprises africaines. Merci également au président directeur général KGECFI qui est resté avec nous durant toute cette émission. Une entreprise qui accompagne les mutations techniques et les transformations numériques des gouvernements, des acteurs économiques et des entreprises. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.